Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur cet atelier. Un atelier qui est dédié au Cloud for Marketing et présenté par Epsilon et en partenariat avec Google. Sana, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Olivier. Bonjour à tous, Sana El Medawi, Customer Engineer Google Cloud. Je suis spécialiste en Smart Analytics et IA chez Google. Et j'opère aussi sur toute la partie Marketing Analytics. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous pour vous en parler. Pour ma part, donc moi je suis Olivier Duquer, je suis directeur technique Epsilon. Alors je vais vous donner juste en deux mots, situer un petit peu Epsilon parce que l'atelier est court, on ne va pas y passer trop de temps. En fait, Epsilon, finalement, c'est l'agence data du groupe Publicis. Donc c'est une entité qui a été créée par le groupe Publicis, la fusion de deux sociétés qui sont spécialisées dans la gestion de la donnée client et qui est devenue finalement l'agence data de Publicis en France. L'ordre du jour de cet atelier, je vais vous parler de quelques use cases marketing. Ce n'est pas exhaustif du tout, ça n'a pas cette vocation-là. Il y en a vraiment un nombre important, donc c'est vraiment juste pour illustrer ici les enjeux finalement qu'on peut avoir derrière les use cases marketing, le cloud et la dimension big data. Ensuite, Sana prendra la main pour vous présenter la plateforme Google et sa proposition de valeur autour de ces thématiques. Et je vous présenterai ensuite deux architectures de référence que nous avons mis en place, Epsilon en partenariat avec Google, sur ces thématiques-là. Puis si on a le temps, on aura quelques minutes de questions-réponses. Alors nous n'avons pas de stand cette année, donc si on déborde des questions-réponses, on sera à votre disposition à l'extérieur pour répondre. Sinon, vous pourrez aussi nous contacter par mail. Alors les use cases marketing, avant de rentrer dedans, je voudrais faire juste un petit retour très rapide sur l'historique un petit peu. Dans les années 2000, on était en plein dans les data warehouse, donc base de données, système décisionnel et qui commence à prendre une dimension analytique avec comme vocation de donner une vision transverse au sein de l'entreprise. Avec l'évolution des technologies, la digitalisation massive, on s'est retrouvé avec une volumétrie de données extrêmement importante. Et là, on commençait à se confronter aux écueils de ces technologies en place, avec des freins sur la capacité à gérer cette donnée, des freins sur la capacité à gérer une donnée qui est assez peu structurée. Je ne dis pas non structurée, mais assez peu structurée. On n'est pas encore sur les données type médias, films, vidéos, photos ou sons, mais ne serait-ce que des logs, par exemple. Donc ces situations, ces freins ont été en partie levés avec l'émergence des technologies autour du big data, et en parallèle du cloud. Donc le big data nous a apporté la capacité à traiter du volume, à traiter des types de données qu'on n'avait pas l'habitude de travailler ou qu'on ne pouvait pas travailler avec des technologies classiques. Par contre, demander une grande expertise technique des intervenants. Donc les sociétés non techniques, telles que je pense la plupart d'entre vous ici, n'ont pas vocation à exercer ces métiers de technicien ou d'expertise autour de technologies ou des nouvelles technologies de l'informatique, du big data et de la gestion d'infrastructures. Sachant que le big data s'appuie aussi sur des infrastructures importantes. J'ai des cas de clusters de 200 ou 300 serveurs qui sont on-premise dans des sociétés qui ne sont pas du tout des sociétés informatiques. Le cloud a commencé à répondre à cette problématique avec la virtualisation et donc libérer les sociétés non technologiques de cette problématique de gestion d'infrastructure. Ça, c'était la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est le besoin d'expertise technologique sur les techniques big data. Donc maîtriser des outils logiciels qui sont issus du monde open source, pour la plupart, de la communauté, demander d'avoir des experts qui ne sont pas forcément très présents sur le marché et qui ne sont pas faciles à capter. Là encore, côté cloud, un deuxième niveau de réponse avec la mise en œuvre de services managés, serverless. Et là, ce sont les cloud providers qui apportent cette expertise et donc qui prennent aussi bien la dimension gestion d'infrastructure que finalement la dimension expertise technologique pour offrir un service pour les utilisateurs métiers en tant que tels ou pour des sociétés non clientes. Et on est vraiment dans ce cas d'usage-là et ce sont les enjeux principaux qu'on va retrouver autour du cloud, du big data et de l'intelligence artificielle sur le marketing. Alors, premier use case,
Donc illustré ici, c'était pour Yves Rocher, il y a déjà quelques années, il est un petit peu ancien, mais il est intéressant parce qu'il illustre un des usages de la donnée et de la donnée en masse, qui est ici on est sur de la donnée CRM, donc de la donnée interne legacy, des systèmes internes d'Yves Rocher, et de la donnée d'achat globalement. Donc de la connaissance client sur du comportement d'achat. L'objet étant de personnaliser et d'identifier finalement les clients qui vont être le plus réceptifs aux sollicitations de campagne de manière à optimiser ses retours et avoir un meilleur ROI sur ses opérations marketing. Sur ce cas-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec un historique important. Ça nous permet de dégager des comportements de clients, ce qu'on appelle des segments, qu'on va qualifier sur des segmentations comportementales et permettre ensuite, sur des clients entrants ou avec une histoire moins importante, de prédire un petit peu leur comportement et de pouvoir faire les meilleures recommandations et là où on est capable de les capter au mieux. Donc ici, on commence à mettre de l'intelligence au sein de processus marketing, vraiment avec vocation d'optimisation des résultats. En termes techno, c'était, comme je disais, assez ancien, c'était sur de la base relationnelle à l'époque encore. Ça a été migré sur du GCP depuis, puisque Yves Rocher est client de cette plateforme-là. Deuxième use case, on est dans quelque chose d'un petit peu similaire, parce qu'on va retrouver un petit peu les mêmes mots-clés, de la segmentation comportementale, de l'optimisation. Par contre, on est maintenant sur des données qui sont vraiment des données digitales. L'idée ici pour L'Oréal, c'était de pouvoir optimiser les investissements médias sur des populations qui ont le meilleur finalement rendement. Sur la population de leurs visiteurs sur leur site marchand, il y a ceux qui vont convertir, on sait les identifier, il y a de très fortes probabilités qu'ils convertissent, on n'a pas forcément besoin de mettre un effort important et un effort financier important sur ceux-ci en campagne média. Donc on va les écarter. De la même manière, on a ceux qui sont à l'autre bout du spectre, ou quoi qu'on fasse, on a très très peu de chances de convertir. Du coup, là aussi, on les écarte. Et ce qui était intéressant ici, finalement, c'est de pouvoir identifier la population qui est un petit peu sur le fil du rasoir et qui a besoin d'un petit coup de pouce pour venir et convertir finalement, et donc rentrer sur la marque et devenir vraiment client. Donc ici, l'objectif, c'était vraiment d'optimiser le budget média de manière à avoir un meilleur retour sur les campagnes. Donc en termes là aussi de travail, ça a été de l'analyse sur un historique assez important. Je crois qu'il y avait 3 ans d'historique de navigation, de manière à déterminer des comportements, faire un petit peu du lookalike et de pouvoir pousser les annonces sur les clients ou les futurs clients qui se rapprochent des comportements qui nous intéressent. Un autre use case qui lui est complètement différent mais qui illustre finalement d'autres possibilités. Là, c'est pour Carrefour. L'une des problématiques, vous êtes sur le drive, vous êtes en train de faire votre liste de courses et vous tombez sur un produit qui n'est pas disponible. Donc, pour éviter de perdre à ce moment soit des ventes, soit même de la clientèle parce que vous pouvez aller à la concurrence, Carrefour a voulu pouvoir proposer des produits de substitution en fonction de la demande initiale du client. Donc la problématique là-dessus, ce n'est pas une problématique de connaissance client, mais c'est vraiment une problématique de pouvoir rapprocher des produits au sein de différents catalogues des différents fournisseurs. Donc là, vous avez eu des travaux qui sont plutôt de l'ordre text mining pour aller chercher au sein des différents descriptifs du produit les critères qui permettent de les apparier, que ce soit sur des choses évidentes, sur la typologie de produit, mais à descendre aussi sur des détails beaucoup plus pertinents tels que le packaging, le volume, la quantité, les composants, voire certaines caractéristiques bio, non bio, ainsi de suite. Et ça, c'est un moteur qui a été industrialisé et qui permet du coup d'améliorer le panier moyen parce qu'on évite de perdre des ventes, voire de fidéliser une clientèle qui ne part pas à la concurrence pour aller chercher le produit qu'elle ne trouve pas. Donc là, c'était sur du big data, vraiment au sens hadoopien du terme, on était sur
du Python, du Spark, de l'Elasticsearch. Mais par ailleurs, Carrefour est aussi sur la plateforme GCP. On a mis en place d'autres use cases. Mais celui-ci nous semblait intéressant parce qu'il sort un petit peu du lot. En tout cas, des use cases les plus connus. Enfin, dernier use case, on est là plus dans l'optimisation de processus opérationnels. C'est Allianz. Donc Allianz, c'est une multitude de produits autour de l'assurance, de la mutuelle, du santé, assurance de biens, auto, moto. Donc un ensemble de produits qui génèrent du coup en entrée beaucoup de mails entrants. Et pour simplifier la vie de leurs clients, Allianz a un seul point de contact, un seul point entrant en ce qui concerne les mails. Donc derrière, ça veut dire qu'il faut pouvoir router ces emails vers les bons services. Et il faut pouvoir aussi les prioriser de manière à les traiter dans un ordre qui permette de satisfaire au mieux le client en évitant les attentes et donc de prendre en priorité les mails urgents. Les mails urgents pouvant être des points de procédure, mais aussi des points de satisfaction client. Si j'ai un mail qui arrive avec écrit en gras en rouge avec des points d'exclamation, on sait que celui-ci n'est pas content, donc il y a quelque chose à faire rapidement. Donc là-dessus, on est vraiment sur de l'intelligence artificielle plus poussée, du machine learning. Le principe a consisté à prendre là encore tout un historique de mails, de les mettre à disposition, les mails et leur traitement, de le mettre à disposition d'outils de machine learning de manière à ce que ceux-ci puissent à la fois définir le service destinataire et l'ordre de priorité de traitement. Dernier petit point, ça ce sont des choses on construit sur un historique, mais ça continue à vivre et ces modèles-là, il faut s'assurer de leur pertinence. Pour le coup, donc là on continue à stocker et à prendre les messages, surtout quand il y a des erreurs d'aiguillage, de manière à ce que le modèle puisse ensuite réapprendre et s'améliorer dans le temps. Donc là aussi, on est sur du Python, du GitLab. Ça a été fait sur leurs propres infrastructures, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, et qui est totalement déployable sur des plateformes cloud. Et d'ailleurs, je vais passer la parole à Sana pour nous introduire le sujet. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, nous parlons beaucoup de marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs solutions chez Google Cloud qui sont entièrement dédiées à l'analyse marketing et puis qui vont aider beaucoup nos clients. J'ai envie de commencer cette petite présentation de nos solutions par une petite histoire. Il n'y a pas loin de jeudi dernier, j'étais avec une équipe marketing d'une des plus grandes banques de France. On était en train de discuter de quels étaient leurs pain points aujourd'hui et ils m'expliquaient que plusieurs de leurs campagnes marketing se faisaient sur plusieurs plateformes et ils avaient la problématique principale était qu'ils n'arrivaient pas à avoir sur un seul écran ou un seul report le ROI par exemple de chacune de leurs campagnes marketing ou encore ils n'arrivaient pas du tout à savoir quelle était l'allocation en amont à fournir sur chaque plateforme réseau, par exemple sur les réseaux sociaux, sur Google Ads ou autres. Ça tombe bien pour nous parce qu'aujourd'hui, alors sur Google Ads, nous sommes leaders sur le marché de la publicité grâce à Search. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Google Cloud, on a eu cette genèse d'idées parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs de nos clients, ce n'était pas juste cette banque, mais plusieurs de nos clients, de tous secteurs confondus, avaient exactement le même problème. On avait des données qui venaient de Ads, des données mobiles, de web, des données des réseaux sociaux, de plateformes marketing et d'emailing, mais on n'arrivait pas du tout à concentrer ces données-là en un seul endroit, à pouvoir en sortir des insights qui vont réellement permettre la conduction à l'échelle de toutes les campagnes marketing d'une seule entreprise. Aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Donc, l'idée derrière, et donc la genèse même de la solution marketing analytique chez Google Cloud, vient de cette problématique-là. Et aujourd'hui, grâce à la plateforme GCP, qui est Google Cloud Platform, on arrive à se connecter à plusieurs plateformes aujourd'hui qui existent dans le marché, que ce soit des plateformes de CRM pour récupérer de la donnée client, que ce soit des plateformes ou des API de réseaux sociaux pour pouvoir récupérer les commentaires, par exemple, ou les interactions qu'on peut avoir avec plusieurs personnes, ou encore des logiciels qu'on peut avoir en interne de finance, de comptabilité ou autre.
L'idée est de pouvoir se connecter à tous ces logiciels ou progiciels ou réseaux sociaux ou plateformes, ramener la donnée au niveau de Google Cloud et à partir d'un certain nombre de solutions, donc réussir à les transformer, à les analyser. Derrière la solution Google Cloud Platform for Marketing, c'est quoi? C'est un ensemble de services de cloud, donc ça peut être des services de stockage, des services de transformation de données, qui ensemble font la plateforme marketing que nous avons aujourd'hui et qui permettent, en top de juste du stockage et puis de la transformation, on arrive à mettre en place un certain nombre de modèles de machine learning, par exemple, sur de la recommandation de produits, sur de la détection de churn, sur, par exemple, du targeting sur des plateformes, par exemple, d'emailing, ou même analyser les sentiments de clients sur un nouveau produit que nous avons, par exemple, lancé aujourd'hui sur le marché. Donc, Google Cloud Marketing, c'est quoi? C'est une solution que nous avons qui est basée sur la plateforme Google Cloud. Et à l'intérieur, on a plusieurs services de cloud, de stockage, d'intelligence artificielle, de transformation de données, qui sont scalables à l'échelle et qui permettent effectivement ces analyses-là. Donc, une fois qu'on a les analyses, les données qui sont prêtes à l'usage avec les KPI, on peut soit les exploiter en les visualisant sur des outils de visualisation que nous avons déjà dans la plateforme, avec Data Studio, par exemple, que la majorité des marketeurs connaissent, avec Looker aussi, ou d'autres produits, car nous restons très ouverts à d'autres écosystèmes, comme Tableau, ClickView, ainsi de suite. Ou on peut directement se connecter à d'autres plateformes d'activation, donc de mailing, de réponse, par exemple, sur les plateformes de réseaux sociaux, ou à intégrer de la donnée ou de l'information au niveau du CRM. Donc, un seul mot d'ordre, c'est désiloter. Pourquoi? Parce qu'on se connecte, alors nativement, certains temps, notamment sur toutes les plateformes Ads, YouTube et tous les produits de Google, mais aussi nous avons des connecteurs avec que ce soit des leaders ou que ce soit des produits de niche aujourd'hui qui existent dans le marché. On se connecte, on récupère la donnée, on la transforme, on la rend intelligente aussi par des modèles de machine learning qui sont pré-entraînés ou qu'on peut entraîner nous-mêmes au niveau de la plateforme. Et après, on rend cette donnée disponible à tout corps métier dans l'entreprise, que ce soit le marketing, que ce soit la finance ou que ce soit d'autres personnes. Donc, c'est un peu l'objectif de Google Cloud Platform for Marketing aujourd'hui. C'est vraiment d'aider au maximum à centraliser le reporting, à ajouter de l'intelligence artificielle et avoir une vision 360 vraiment de tout ce qui se passe au niveau de toutes les campagnes et de toutes les actions marketing qui sont entreprises. Je laisse Olivier vous parler d'un certain nombre de cas d'usage réels dans lesquels ils ont utilisé des services Google Cloud avec des architectures de référence et vous présenter par la même occasion nos services. Merci Sana. Effectivement, je vais vous présenter deux architectures de référence, deux ampleurs différentes. La première, c'est Renault. Renault, comme beaucoup d'entreprises, a été confronté à la problématique du silotage de ces données, dont parlait Sana à l'instant. Cette problématique-là, comme je disais tout à l'heure, au travers de l'entrepôt de données, on a déjà essayé d'y répondre. Ça a montré ses limites. Ici, Renault a décidé du coup vraiment d'aller sur ces nouvelles technologies-là, de s'appuyer sur le cloud de manière à pouvoir concentrer au sein d'un même endroit, avec des traitements du coup de management de la donnée, de mise en qualité, de normalisation qui permettent d'assurer une homogénéité pour l'ensemble des services qui viennent consommer ces données, l'ensemble des données qui viennent de tout leur système applicatif. Du coup, c'est ce qu'ils appellent finalement pour des vocations marketing, j'entends. C'est tout à fait transposable sur l'ensemble des directions métiers, voire d'avoir quelque chose de transverse à l'ensemble des directions. Donc ça, c'était le projet Sales and Marketing Data Hub, SMDH, qui donc vise à construire ce socle data, alimenté à partir de différentes sources, de proposer dessus un certain nombre de services à l'ensemble des métiers. Ce sont des scores, et beaucoup, des segmentations dont on parlait tout à l'heure, mais on va voir aussi avec un cas d'usage qui a été déployé sur cette plateforme-là,
qui sont aussi sur de l'optimisation vraiment de la communication et des campagnes avec un ROI qui est vraiment recherché. Puisque là, on a le moyen, mais tout seul, ces plateformes-là ne produisent pas le retour sur investissement qu'on peut en attendre. Ce sont bien les cas d'usage qui vont aller le déployer. Donc là, on est sur une équipe qui est pluridisciplinaire avec des data engineers qui s'occupent de toute la partie construction du socle, captation des données, collecte, mise en qualité et stockage. Des data scientists et des data analysts qui sont plus, eux, là pour mettre en œuvre les use cases métiers. Donc, elle est prototyper des modèles, elle est, à partir de là, définir finalement et arbitrer sur les modèles éligibles et ceux qui sont vraiment intéressants et qui sont ensuite déployés en production sur la plateforme. Avec autour toute une équipe d'architectes, de différents experts, que ce soit sur des ordres technologiques ou marketing, donc plutôt métier, pour accompagner Renault là-dessus, notamment la dimension RGPD qui n'est pas à négliger dans ce cas de figure. Donc, le use case que je voulais, pour illustrer l'utilisation, en fait, l'exploitation de ce data hub, c'est celui de l'optimisation des services, des visites aux services après-vente, avec l'analyse de l'ensemble des données qui concernent finalement les ventes des véhicules, leur âge, la catégorie, éventuellement les informations qu'on peut avoir avec les visites en atelier, d'anticiper finalement la problématique des changements de frein des véhicules de manière à pouvoir pousser des campagnes de communication sur le sujet, gérer finalement le flux et optimiser le flux vers les ateliers, et puis aussi capter le client, éviter qu'il parte au dernier moment à la concurrence, là encore, parce qu'il a un changement de plaquette ou de disque à faire, qu'il y a un contrôle technique qui arrive et que c'est le concurrent à côté qui a de la disponibilité. Donc ça, vraiment, cette anticipation, elle se permet de cette fidélisation, accompagnée en plus de générosité indexée sur la valeur et la fidélité du client. Donc on a à la fois la vie du produit, la voiture, et à la fois le client et la connaissance qu'on a du client. Voilà, donc ça a été développé et ça a permis d'avoir des retours assez intéressants sur à la fois le développement l'arrivée en atelier pour ces opérations de maintenance et la fidélisation des clients. D'un point de vue technologique, les composants GCP mis en œuvre, donc il y a toute une dimension sécurité et authentification. Donc là, on est vraiment sur une stack full GCP sur l'ensemble des produits. Donc tout ce qui est sécurité et authentification sur les briques Cloud IAM, donc c'est Identity and Access Management, les coffres-forts de gestion des clés, le socle data au centre, la brique importante BigQuery, qui est vraiment le service pour la construction des dataware / data lake, parce qu'on est un petit peu à la marge des deux et on exploite finalement aussi bien du relationnel que des technologies plus proches du big data au sens hadoopien du terme, et toutes les fonctions qui vont autour, le cloud storage, les cloud functions, cloud data flow, cloud SQL pour tout ce qui est traitement de la donnée. Sur la partie orchestration, du composer, du dataproc, donc ça permet de lier les services entre eux, de les ordonnancer et de processer finalement la donnée en appelant d'ailleurs les autres services en sous-jacent. Et du Kubernetes aussi, c'est de la conteneurisation pour un certain nombre de traitements. L'exposition par des API, donc avec de l'APG API plateforme. Il n'y a pas que ça. Cela étant, on a aussi des choses beaucoup plus traditionnelles qui consistent à extraire du fichier et à le transmettre à une autre application, bien entendu. Mais l'APIisation est extrêmement importante et simplifie notablement l'intégration pour les clients consommateurs d'un score ou d'un segment, sachant que vous avez aussi des modèles qui s'évaluent à la volée, donc au moment de l'appel de l'API. Et pour tout ce qui est la supervision et l'exploitation de cette plateforme pour Renault, on est sur vraiment la stack Cloud Operation avec le logging, le monitoring, la trace
tout ce qui est error reporting, notification. Donc là, on s'appuie intégralement vraiment sur les services GCP. La deuxième architecture, donc on est sur quelque chose d'un petit peu moins dimensionné. C'est Viva Technologies qui avait besoin de construire une plateforme qui lui permette de gérer vraiment la relation à sa clientèle B2B autour des salons. Là aussi, on a une problématique de silotage de données à l'origine, de complexité de pilotage, parce que les sources de données ne sont pas consolidées, ne sont pas croisables. Donc, première étape, on les a accompagnés sur vraiment les réflexions en amont, avec un cadrage sur l'existant, la prise en compte de l'existant, des use cases qu'ils veulent pouvoir mettre en œuvre, et à partir de là, on déterminait finalement les écarts à la cible, et donc une trajectoire de mise en œuvre. La solution qui a été définie, qui s'est articulée autour de la plateforme Salesforce, pour tout ce qui est processus opérationnel dans leur gestion de campagne autour du salon, et dans la dimension Salesforce Automation, s'appuie par contre derrière sur un socle de data construit sur GCP. Alors la question qu'on a souvent, c'est mais puisque j'ai Salesforce, est-ce que j'ai besoin de ce socle de data? Je mets mes données dans Salesforce, j'ai mon référentiel de clients dans Salesforce et on n'en parle plus. Oui et non. Oui, ça peut fonctionner, mais c'est une voie qui est un petit peu restrictive et qui vous impose de rester vraiment dans les limites de l'outil. Le parti a été pris ici vraiment de faire un socle de données en dessous qui permettent de servir des besoins de pilotage autres que ceux offerts par Salesforce, des besoins analytiques étendus par rapport aussi aux capacités de Salesforce et de pouvoir gérer la qualité de la donnée avec des process propres à Vivatech et non pas à mettre en œuvre avec les limitations de Salesforce. Donc on a ici un socle de données qui a été construit sur du GCP, c'est du BigQuery à nouveau, et ensuite une alimentation de Salesforce Cloud et des échanges entre les deux plateformes, bien entendu. Donc là, on illustre aussi l'intégration qu'on peut avoir entre une plateforme type GCP for Marketing et des clouds externes ou des services externes tels que Salesforce. On va retrouver un petit peu les mêmes briques, hein, les mêmes composants. La sécurité toujours, le socle data, on est toujours sur du BigQuery, vous retrouvez les mêmes fonctions. L'orchestration, on est sur du un petit peu plus simple que chez Renault. Là, on est juste sur du Composer, donc les problématiques sont moins complexes et les services à mettre en œuvre moins importants. Par contre, on s'est appuyé sur toute la dimension CI/CD, donc les outils de release management et de déploiement de la stack, enfin de la plateforme GCP, pardon, avec du Cloud Build, le repository des sources et le conteneur registry. Et enfin, vous retrouvez à nouveau tout ce qui est log et supervision avec Cloud Operation. Voilà pour les architectures que nous voulions vous présenter. Alors, il nous reste 2 minutes. Si vous avez des questions, on peut peut-être en adresser une ou deux. Au-delà de ça, pour poursuivre les échanges, vous avez une adresse mail. On se fera un plaisir de vous répondre et de prendre votre question. Des questions dans la salle, oui. Allô, allô. Bonjour. J'ai une petite question à propos de la partie de la plateforme dédiée au marketing de Google. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de conflit d'intérêts entre le fait de gérer à la fois les plateformes qui vont produire de la pub, finalement, donc de vendre de la pub au client final, et le fait d'analyser en retour quelle campagne marketing a été la plus utile finalement à la vente d'un produit. Comment est-ce qu'on peut voir un petit peu plus? Est-ce que les algorithmes sont une boîte noire ou est-ce qu'on peut voir un petit peu plus pourquoi tel ou tel client a été... pourquoi telle ou telle campagne a été valorisée dans les KPI finaux? Alors, ce qu'il y a exactement, le problème, c'est effectivement, on a l'habitude dans le marketing de travailler beaucoup avec des boîtes noires. On ne sait pas exactement ce qui se passe derrière. Et quand on va voir une entreprise, n'importe quel service marketing, ils ont toujours plusieurs boîtes noires.
L'objectif de GCP, c'est effectivement de pouvoir centraliser au maximum les données de toutes ces boîtes noires, donc que ce soit du Adobe, que ce soit du Salesforce, que ce soit du Google Ads, par exemple, ou autres plateformes marketing qui permettent de se connecter, par exemple, aux réseaux sociaux, de pouvoir tout centraliser, effectivement, de pouvoir calculer, de dire, bon, ben, ce produit, par exemple, il a eu beaucoup plus de succès au niveau d'Instagram sur tel profil de client. Et par exemple, sur Search, on a eu une appétence de tel profil de clients qui ont réussi à cliquer sur la publicité et qui sont intéressés, par exemple. Donc, c'est vraiment l'objectif. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Merci à tous. On est arrivé au bout de notre crédit de temps. Donc, s'il y a des questions complémentaires qu'on peut adresser à l'extérieur, ce sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.